Novembre 2025 a mené l'Ukraine à un point de rupture, meurtrie par la guerre et confrontée à un ultimatum brutal. Les rues autrefois animées sont maintenant des champs de ruines, et les visages des civils racontent des histoires de souffrance et de résilience. Le choix, capituler dans les coulisses diplomatiques, où chaque mot est pesé et chaque geste scruté, ou poursuivre seul un combat acharné alors que le soutien américain s'amenuisait. Les soldats, fatigués mais déterminés, continuent de défendre chaque pouce de leur terre. Des années de sacrifices avaient épuisé la nation. Les files d'attente pour l'aide humanitaire s'allongeaient et les visages fatigués des réfugiés racontaient une histoire de désespoir. Sa résilience mise à rude épreuve par les assauts russes incessants, chaque attaque laissant des cicatrices profondes sur le paysage et dans les cœurs. Et l'aide occidentale en baisse, les étagères des centres d'aide humanitaire se vidaient et les camions militaires occidentaux quittaient le pays. La défiance du président Zelensky sonnait creux, alors que l'attention du monde se déplaçait vers d'autres crises, laissant l'Ukraine dans une solitude croissante. Et que le flux de munitions se réduisait à un filet, les entrepôts se vidaient, et les soldats devaient faire face à une pénurie critique. Le peuple ukrainien, autrefois symbole de courage, faisait désormais face à la réalité que son destin se décidait ailleurs. Les familles, anxieuses, suivaient les nouvelles avec appréhension. Accepter les termes signifiait valider l'agression, une décision lourde de conséquences pour l'avenir de la nation. Et dire aux familles en deuil que leur perte était pour une nation compromise. Les cimetières militaires se remplissaient, chaque tombe racontant une histoire de sacrifice. Refuser signifiait affronter seul la puissance militaire de la Russie, risquant un effondrement total. Les soldats ukrainiens, bien que courageux, savaient que le défi était immense. Le gouvernement ukrainien a été contraint de naviguer dans ce paysage impossible, chaque décision étant un pari sur l'avenir de la nation, sachant que toute décision apporterait l'angoisse à une nation déjà brisée. Les larmes et la douleur étaient omniprésentes, chaque jour apportant son lot de tragédies. La question n'était plus la victoire ou la défaite, mais la survie. Et quel genre de survie restait à revendiquer? Les rues désertes et les bâtiments détruits témoignaient de la lutte acharnée pour l'existence. Mais la survie, et quel genre de survie restait à revendiquer? Les ombres des survivants se dessinaient sur un paysage dévasté, chaque regard tourné vers un avenir incertain. Le soi-disant plan de paix de Washington n'était pas une négociation, c'était un ultimatum. Derrière les portes closes de la Maison-Blanche, la décision avait déjà été prise, bien avant que les alliés ou les parties concernées ne puissent exprimer leurs inquiétudes ou proposer des alternatives. Élaboré par l'administration Trump et divulgué avant que les alliés ne puissent réagir, le plan en 28 points était une déclaration, pas une discussion. Les documents officiels circulant dans les couloirs du pouvoir, scellant le sort de nations entières sans consultation réelle. Les alliés européens, pris de court, n'ont eu d'autre choix que de lire les grandes lignes dans la presse, découvrant en même temps que le public les contours d'un avenir imposé. Les États-Unis, lassés du coup de la guerre et se tournant vers l'isolationnisme, ont clairement fait connaître leur position. Acceptez l'accord ou perdez le soutien américain. L'opinion publique américaine, fatiguée par des années de conflits lointains, réclamait un retour aux priorités nationales. Les manifestations contre l'engagement militaire à l'étranger se multipliaient, et le Congrès faisait pression pour réduire les dépenses. Pour l'Europe et l'Ukraine, cela ressemblait à une capitulation dictée de loin, pas à un partenariat. Les diplomates européens, réunis dans des salles de réunion tendues, cherchaient désespérément à préserver une unité fragile, tandis que l'Ukraine se retrouvait isolée, son drapeau flottant seul face à l'indifférence croissante de ses alliés. Le plan a contourné les pourparlers multilatéraux, présentant une solution à prendre ou à laisser qui ne laissait à l'Ukraine aucun véritable choix. Les négociations, autrefois ouvertes et multilatérales, se sont transformées en monologues américains, où la voix de Kiev était à peine entendue, et les portes des discussions semblaient désormais fermées à double tour. Les architectes de Washington ont appelé cela du réalisme pragmatique,
un mal nécessaire pour mettre fin à une guerre coûteuse et réaffirmer les priorités américaines. Dans les coulisses, stratèges et conseillers justifièrent ce choix par la nécessité de stabiliser la région, tout en ménageant une nouvelle ère de dialogue avec Moscou. Pour eux, la paix valait bien quelques compromis, même au prix de la confiance de leurs alliés. Pour Kyiv, c'était une profonde trahison, réduisant l'Ukraine à un pion dans une nouvelle détente américano-russe. Les responsables ukrainiens, abasourdis, voyèrent leur avenir se jouer sur un échiquier dont ils n'étaient plus que de simples spectateurs, impuissants face à la réelle politique des grandes puissances. Le message était sans équivoque. Les intérêts américains passaient en premier, et le destin de l'Ukraine était un dommage collatéral. La doctrine America First s'imposait, reléguant les préoccupations des partenaires à l'arrière-plan et redéfinissant brutalement les priorités de la politique étrangère américaine. À Kyiv, le sentiment d'abandon était écrasant, un triste rappel que les alliances ne durent qu'aussi longtemps que les intérêts s'alignent. Dans les rues silencieuses de la capitale, l'amertume et la désillusion dominaient, tandis que les Ukrainiens réalisaient que, dans le grand jeu des nations, leur voix pouvait être étouffée du jour au lendemain. Le plan américain exigeait que l'Ukraine renonce à ses revendications sur le Donbass et la Crimée, redessinant la carte de l'Europe par la force. L'Ukraine devait se retirer des territoires contestés, réduire son armée et abandonner ses ambitions de l'OTAN, la laissant vulnérable et neutralisée. Les missiles à longue portée seraient livrés, et une zone démilitarisée taillée dans le sol ukrainien pour la sécurité de la Russie. Le russe deviendrait une langue officielle, institutionnalisant l'influence du Kremlin. Ces termes démantelaient la souveraineté, l'armée et l'identité de l'Ukraine pour une paix qu'elle n'avait jamais choisie. L'Europe a été prise au dépourvu et furieuse, ayant sacrifié pour l'Ukraine, pour être ensuite exclue de l'accord final. Les espoirs d'une solution unifiée se sont rapidement évanouis. Les dirigeants de l'UE ont rejeté le plan américain, insistant qu'aucune paix n'était légitime sans le plein consentement de l'Ukraine. Ils ont souligné l'importance de l'autodétermination ukrainienne. Cette décision a exposé de profondes fissures dans l'alliance transatlantique et l'autonomie limitée de l'Europe. Les tensions étaient palpables. En réponse, l'UE a accéléré ses plans d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer la défense et la reconstruction de l'Ukraine, défiant la domination américaine. Une nouvelle ère de défiance semblait émerger. Les propositions pour une force de maintien de la paix dirigée par l'Europe ont gagné en urgence, mais les divisions internes ont persisté. Les débats étaient houleux et les désaccords nombreux. Les États de l'Est voulaient doubler leur soutien à Kyiv. D'autres ont appelé au compromis pour éviter une rupture permanente avec Washington. L'Europe s'exprimait, mais l'unité et le pouvoir réel restaient insaisissables. Les divisions internes menacèrent de saper toute avancée. Le rôle futur du continent en matière de sécurité était soudainement remis en question. L'incertitude planait sur l'avenir de l'Europe. Derrière le langage de la paix, le plan américain était un froid calcul économique. Saisir 100 milliards de dollars d'actifs russes gelés compenserait les coûts de guerre américains, vendant l'accord comme une victoire pour les contribuables. Les entreprises américaines obtiendraient la priorité dans la lucrative reconstruction de l'Ukraine, transformant la dévastation en profit. Le plan garantissait également l'accès américain aux minerais de terres rares de l'Ukraine, brisant le quasi-monopole de la Chine. C'était l'Amérique d'abord, en action. Mettre fin à une guerre coûteuse, profiter de la paix et sécuriser des ressources stratégiques. Pour Washington, la paix en Ukraine était inséparable de la prospérité américaine. Pendant que les États-Unis comptèrent les gains économiques, la Russie atteignait ses principaux objectifs de guerre. L'interdiction de l'OTAN pour l'Ukraine a donné à Moscou le tampon de sécurité tant recherché, inversant des décennies d'expansion occidentale. La reconnaissance américaine de la Crimée et du Donbass a légitimé les conquêtes de la Russie et ouvert la voie à l'allègement des sanctions. La Russie a gagné un levier sur l'énergie ukrainienne grâce au contrôle partagé de la centrale nucléaire de Zaporijia. L'attention de l'Occident étant ailleurs, Moscou a pu consolider sa posture militaire, déployant même des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Le plan prévoyait également des élections ukrainiennes anticipées, visant à évincer Zelensky et à installer un gouvernement plus complaisant. Pour le Kremlin, ce n'était pas seulement la paix, c'était la victoire. Sous la géopolitique se cache la tragédie humaine de l'Ukraine. Plus de 150 000 morts, des millions de déplacés.
Des familles brisées, des futurs volés. Le plan de paix exigeait que ces pertes soient acceptées pour une nation diminuée. 11 millions d'Ukrainiens sont devenus des réfugiés, beaucoup incapables de retourner dans leur foyer, désormais sous contrôle russe. Pour ceux qui restent, la vie quotidienne est marquée par la souveraineté perdue, la langue russe officielle et un sentiment de trahison. Le coût psychologique est immense, un traumatisme collectif qui durera des générations. Le prix de cette paix imposée se mesure en vies brisées et en espoir perdu. Alors que les dirigeants débattent de stratégie, les Ukrainiens ordinaires doivent reconstruire au milieu des ruines. Leur douleur, un témoignage silencieux du prix de la politique de puissance. La paix de 2025 est une dure leçon. Dans les affaires mondiales, le pouvoir, et non le principe, décide des résultats. La lutte de l'Ukraine pour l'autodétermination a été écrasée par l'agression russe et la lassitude américaine. La souveraineté et la justice ont été sacrifiées pour un ordre stable, dicté par les grandes puissances. L'accord a exposé la nature conditionnelle des alliances et le calcul brutal de la géopolitique. Le coût humain est presque entièrement supporté par les Ukrainiens, laissés avec une nation divisée et diminuée. Le monde gagne une stabilité fragile, mais la justice est absente. L'histoire de l'Ukraine est un avertissement. La lutte pour la liberté ne suffit pas, et les alliés puissants peuvent disparaître lorsque les intérêts changent. Le silence sur l'Ukraine n'est pas la paix, c'est l'épuisement, et le triomphe de la force sur le droit.